Tout a changé au moment où l'équipe a soulevé un énorme rocher de 40 000 livres du lot 8 sur Oak Island. Pendant des générations, cette énorme pierre est restée intacte, se fondant naturellement dans le paysage comme d'innombrables autres pierres dispersées à travers l'île. Mais ce qui se cachait en dessous a immédiatement remis en question tout ce que l'équipe de fouilles s'attendait à trouver. Au lieu d'une couche de terre ordinaire ou d'un substrat rocheux naturellement brisé, ils ont découvert quelque chose qui semblait étonnamment délibéré, quelque chose qui semblait n'avoir aucune raison d'exister sous un poids aussi immense. Il ne s'agissait pas d'un ensemble aléatoire de roches façonnées par des siècles d'érosion. Il ne s'agissait pas des restes effondrés d'une falaise ou d'une formation géologique naturelle lentement assemblée au fil du temps. Ce qui en a émergé semblait remarquablement organisé, une structure en pierre soigneusement conçue, construite en couches distinctes, chacune placée avec précision et collée ensemble à l'aide d'un mortier ancien. Plus étonnante encore, la construction semblait être scellée avec la même argile bleue, distinctive précédemment identifiée au plus profond du légendaire monépite, un matériau qui intriguait les chercheurs depuis des années en raison de son emplacement et de sa composition inhabituelle. La découverte a immédiatement attiré l'attention de toutes les personnes présentes sur le site. Une observation après l'autre pointait vers des détails qui semblaient impossibles à écarter comme une coïncidence. C'est concentré à cet endroit, a remarqué un membre de l'équipe en étudiant les couches exposées. Un autre a répondu « Mais c'est définitivement différent. Vous n'avez vu cela nulle part ailleurs dans cette fouille, n'est-ce pas ?» La réponse est venue sans hésitation. Non. Ces quelques mots avaient une énorme signification. Si les archéologues expérimentés et les spécialistes des fouilles n'avaient jamais rien rencontré de similaire ailleurs sur Oak Island, alors tout ce qu'ils examinaient exigeait un examen beaucoup plus approfondi. La disposition ne ressemblait en rien à une géologie aléatoire. Au lieu de cela, chaque détail visible semblait suggérer une planification minutieuse, une construction ciblée et un effort extraordinaire pour créer quelque chose destiné à survivre pendant des siècles, tout en restant complètement caché à la vue. Les premières analyses de sol effectuées sous la structure exposée ont été encore plus remarquables. Les premiers tests auraient détecté des traces élevées d'argent et de plomb, au-delà de ce que les chercheurs considéraient comme la ligne de base naturelle normale de la région. Un spécialiste a discrètement pointé du doigt les résultats du laboratoire et a observé « Cela montre quelque chose que je n'ai pas vu dans l'autre échantillon ». Un autre a immédiatement reconnu l'implication. « Oh, c'est de l'argent ». La possibilité que ces lectures inhabituelles puissent d'une manière ou d'une autre se connecter à un puits s'étendant sous l'élément n'a fait qu'approfondir le mystère entourant le site. Naturellement, une question a commencé à éclipser toutes les autres. Si quelqu'un avait vraiment fait des efforts aussi extraordinaires pour construire cette structure cachée, puis la cacher sous l'un des rochers les plus lourds de Oak Island, qu'essayait-il exactement de protéger si désespérément? Quelle que soit la réponse, la quantité de main-d'œuvre impliquée suggère qu'il ne s'agissait jamais d'un projet de construction ordinaire. Chaque détail indique une dissimulation délibérée plutôt qu'une simple commodité. L'archéologue Fiona Steele a passé d'innombrables heures à travailler sur les fouilles du lot 8 depuis que l'énorme rocher a finalement été retiré. Cependant, plutôt que de simplifier le mystère chaque jour qui passe, la rend de plus en plus incertaine quant à la véritable nature de ce qui se cache sous la surface. Chaque couche qu'elle découvre soigneusement introduit de nouvelles questions au lieu de réponses claires. Au lieu de révéler un élément archéologique ordinaire, les fouilles continuent en révélant quelque chose de plus en plus difficile à expliquer. À chaque pierre soigneusement retirée, une autre apparaît en dessous. Le motif se répète encore et encore, mais les pierres situées en dessous sont toujours plus grandes, plus substantielles et positionnées avec encore plus de précision que celles situées au-dessus. Plutôt que de s'atténuer ou de devenir moins organisée à mesure que les fouilles progressent, cette fonctionnalité devient de plus en plus sophistiquée. Chaque nouveau niveau révèle une construction qui semble plus intentionnelle que la précédente. Cette progression à elle seule a retenu toute l'attention de l'équipe. Fiona a ouvertement reconnu qu'au lieu de devenir plus facile à interpréter, la structure devient de plus en plus compliquée à mesure qu'ils approfondissent. Chaque couche nouvellement exposée semble suggérer une planification et une ingénierie supplémentaires plutôt qu'une accumulation aléatoire.
Les fouilles sont progressivement passées d'une enquête archéologique de routine à l'une des découvertes les plus déroutantes que l'équipe ait rencontrées depuis des années. Rick Lagina apporte une perspective unique à la découverte en raison de sa longue expérience de travail avec la pierre. Bien avant de s'associer à Oak Island, il a passé des décennies à extraire la roche, à la façonner, à la transporter et à construire avec professionnellement. Peu de personnes impliquées dans la recherche possèdent une meilleure compréhension pratique de la façon dont les formations rocheuses naturelles se développent au fil du temps. Cette expérience lui permet de reconnaître des différences subtiles que beaucoup d'autres pourraient facilement ignorer. Des décennies de manipulation de la pierre ont appris à Rick exactement comment les roches se déposent, se fracturent et se déplacent naturellement à travers des cycles répétés de gel de pluie, d'érosion et de gravité. Il comprend comment les formations géologiques évoluent progressivement au fil des siècles sans intervention humaine. Tout aussi important, il sait ce qui se passe lorsque les gens disposent délibérément la pierre selon un plan soigneusement conçu. Cette distinction est devenue centrale dans son interprétation de la découverte du lot 8. En parlant de ce long métrage, Rick a admis qu'il le trouvait profondément fascinant. Avec le film Lot 8, je me sens absolument intrigué, a-t-il expliqué. Cela ne ressemble à rien de ce que nous voyons à Oak Island, ou à quoi que ce soit en Nouvelle-Écosse, point final. Ces paroles ne reflétaient pas seulement un enthousiasme, mais une véritable curiosité professionnelle. Pour quelqu'un de son parcours, rencontrer une structure différente de tout ce qui a été observé jusqu'à présent soulève naturellement des questions importantes. Rick a souligné que la découverte nécessite une attention extraordinaire aux détails pour aller de l'avant. Cela nous motive à regarder à travers les rochers, à travers les structures, a-t-il poursuivi. Nous devons tout examiner et nous assurer que rien ne nous échappe. Ces commentaires illustrent l'état d'esprit prudent qui a guidé les fouilles. Plutôt que de se précipiter vers des conclusions dramatiques, l'équipe reconnaît que chaque pierre peut contenir des informations précieuses sur ce qui a été construit ici, il y a longtemps. Ce qui a émergé sur le lot 8 semble de plus en plus représenter le travail de constructeurs qui comprenaient clairement ce qu'ils faisaient. Rien dans cet agencement ne suggère une construction précipitée ou un placement négligent. Au lieu de cela, chaque élément visible reflète une organisation délibérée et une ingénierie réfléchie. Celui qui a conçu cette fonctionnalité semble avoir possédé à la fois les connaissances et la patience nécessaires pour créer quelque chose destiné à durer. Le travail que représente la structure est difficile à ignorer. Le transport, le positionnement et la superposition de pierres de cette taille auraient nécessité d'énormes efforts physiques, une coordination minutieuse et une planification considérable. Ce n'était pas le genre de projet que quelqu'un pouvait réaliser avec désinvolture en un seul après-midi. Chaque étape semble indiquer un effort de construction soutenu, réalisé selon une conception précise. Ce qui s'est passé une fois la construction terminée est tout aussi frappant. Plutôt que de laisser l'élément exposer ses constructeurs, semble l'avoir caché sous l'un des plus gros rochers de Oak Island. Une telle décision augmentait considérablement la difficulté de découvrir ce qui se trouvait en dessous. Cela suggère que la dissimulation n'était pas seulement une réflexion secondaire, mais l'un des objectifs centraux de l'ensemble de l'entreprise. Le plus remarquable est peut-être l'état dans lequel la structure est restée. L'équipe d'excavation a délibérément évité de perturber le sol non perturbé situé sous l'élément ou de modifier la disposition avant de documenter chaque couche. En conséquence, ce que les visiteurs voient aujourd'hui peut ressembler beaucoup à l'état dans lequel les constructeurs l'ont laissé il y a des siècles. Chaque pierre reste étroitement emballée exactement là où elle a été intentionnellement positionnée. Cette prise de conscience comporte des implications extraordinaires. Depuis que les responsables ont terminé leurs travaux et sont partis, la structure semble être restée pratiquement intacte sous son énorme couverture de pierre. Les constructeurs ont choisi un rocher de 40 000 livres spécifiquement parce que son retrait nécessiterait un effort énorme, bien au-delà d'une excavation ordinaire. En effet, le rocher lui-même est devenu une partie du système de sécurité protégeant tout ce qui se trouve en dessous. Maintenant que l'énorme rocher a finalement été retiré,
Le travail de Fiona Steele s'est orienté vers la compréhension des véritables dimensions de ce qui commence seulement à émerger. Chaque couche soigneusement fouillée suggère que la structure s'étend plus loin qu'on ne le pensait initialement. Plutôt que d'aboutir à une conclusion claire, les fouilles continuent d'ouvrir de toutes nouvelles pistes d'investigation. Chaque pierre découverte semble exiger une autre question avant de proposer une réponse. Un mystère domine désormais toutes les discussions autour du lot 8. Qu'est-ce qui reste exactement caché sous toutes ces couches soigneusement disposées? Chaque nouvelle découverte rapproche les fouilles de ce que les constructeurs avaient initialement prévu de protéger, mais la destination finale reste malheureusement hors de portée. Jusqu'à ce que cette réponse soit révélée, la curiosité autour du site ne fera que s'intensifier. Une conclusion apparaît cependant déjà de plus en plus difficile à contester. Les pierres elles-mêmes sont tout sauf aléatoires. Dès le début de la fouille, leur organisation présente des caractéristiques rarement associées aux roches déposées naturellement. Au lieu d'une accumulation chaotique, les enquêteurs continuent d'observer l'ordre, la cohérence et le placement délibéré dans l'ensemble des éléments exposés. Près du centre de la construction, des pierres plus petites apparaissent étroitement regroupées. Ces pièces peuvent être retirées individuellement une fois l'excavation commencée, ce qui suggère qu'elles ont été intentionnellement mises en place plutôt que fusionnées naturellement. En dessous, cependant, les fouilles révèlent des pierres considérablement plus grosses, s'étendant à la fois vers l'extérieur et vers le bas. Leur disposition suit un motif répétitif qui devient de plus en plus évident à mesure que des couches supplémentaires sont exposées. Plus les fouilles sont profondes, plus il devient difficile d'attribuer cette configuration aux processus géologiques ordinaires. Les pierres plus grosses semblent soigneusement positionnées pour soutenir la structure environnante tout en créant des limites distinctes au sein de l'élément lui-même. Une telle organisation suggère fortement une planification plutôt qu'une coïncidence. Chaque niveau nouvellement découvert renforce cette impression croissante. À un moment donné, cet arrangement inhabituel a suscité une réaction émotionnelle de la part de ceux qui l'étudiaient. « Maintenant, j'aimerais savoir si vous pensez que je suis fou », a admis un observateur, parce que je n'ai pas du tout l'impression que ce soit naturel. La réponse est venue immédiatement. Tout d'abord, ce n'est pas naturel. Cela ne peut tout simplement pas être dû à la matière organique qui entoure ces pierres. Je n'ai jamais rien vu de tel ici. Leur échange reflétait une véritable surprise, plutôt qu'une excitation théâtrale. La distinction compte énormément. Ce qui se trouve sous le rocher ne ressemble pas à un amas de roches ordinaires. Au lieu de cela, il semble s'agir d'une construction intentionnellement superposée dans laquelle différents matériaux ont été sélectionnés et positionnés selon une séquence soigneusement organisée. Les pierres plus petites, les blocs de fondation plus grands, le mortier, l'argile et les matériaux organiques environnants semblent tous occuper des positions délibérées dans un plan architectural plus large. Les structures affichant ce niveau d'organisation sont rarement le fruit du hasard. Ils nécessitent quelqu'un prêt à penser au-delà de la tâche immédiate de déplacer des roches individuelles. Avant que la première pierre puisse être posée, quelqu'un a dû imaginer la conception terminée, déterminer comment chaque couche supporterait la suivante et coordonner soigneusement l'ensemble du processus de construction. En d'autres termes, cela ressemble moins à un élément aléatoire qu'à un travail d'architecte. Pourtant, aucun détail n'a peut-être suscité autant de discussions que l'énorme rocher reposant au-dessus de la structure. La relation entre la disposition des pierres et la roche de 40 000 livres soulève des questions d'ingénierie auxquelles il reste extrêmement difficile de répondre. Le simple fait de faire glisser quelque chose d'aussi massif sur une structure terminée aurait dû détruire presque tout ce qui se trouvait en dessous. Et pourtant, les preuves ne semblent pas corroborer une telle destruction. Si une roche pesant des dizaines de milliers de livres avait été tirée sur une maçonnerie soigneusement disposée, le résultat aurait presque certainement été catastrophique. Des pierres individuelles se seraient déplacées, dispersées, fissurées ou écrasées sous la force écrasante. La stratification ordonnée visible aujourd'hui n'existerait plus. Tout motif reconnaissable aurait probablement complètement disparu. Au lieu de cela, les enquêteurs continuent de trouver la structure remarquablement intacte. Couche après couche, elle reste positionnée presque exactement comme ses constructeurs semblent l'avoir laissée. L'arrangement montre peu de preuves d'avoir été violemment comprimé ou arraché sous l'énorme poids au-dessus.
Cette préservation inattendue crée l'une des énigmes techniques les plus fascinantes des fouilles. En raison de cette réalité, les chercheurs se retrouvent à n'envisager que deux grandes possibilités. Une possibilité est que le rocher ait été soigneusement abaissé en position après que la structure ait déjà été achevée en utilisant des techniques ou des équipements qui restent difficiles à identifier aujourd'hui. Une telle opération aurait nécessité une planification, une coordination et des capacités techniques remarquables pour l'époque. La deuxième possibilité est peut-être encore plus étonnante. Dans ce scénario, le rocher occupait déjà son emplacement actuel avant même le début de la construction. Plutôt que de la déplacer par la suite, les constructeurs ont peut-être minutieusement assemblé la structure cachée sous et autour de l'énorme pierre elle-même, plaçant soigneusement chaque couche sans jamais perturber le rocher qui repose au-dessus d'elle. Imaginez la complexité qu'exigerait un tel travail. Les ouvriers devraient opérer dans un espace extrêmement confiné, sous un rocher inamovible de 40 000 livres, tout en positionnant les pierres selon des séquences soigneusement planifiées. Le mortier devra être appliqué avec précision. L'argile bleue devra être emballée dans des endroits désignés comme scellants. Les matériaux organiques devraient être incorporés exactement là où ils sont prévus, tout en garantissant que la pierre massive au-dessus reste complètement stable. Plus impressionnant encore, les constructeurs auraient créé quelque chose conçu pour durer non seulement des années, mais potentiellement des siècles. Chaque composant semble sélectionné dans un souci de durabilité. Rien dans la construction ne suggère une utilisation temporaire ou un savoir-faire occasionnel. Au lieu de cela, la fonctionnalité semble destinée à survivre longtemps après la disparition de ses créateurs de l'histoire. Si cette interprétation s'avère correcte, alors la position du rocher n'a jamais été simplement fortuite. C'est devenu un élément essentiel de la stratégie de dissimulation elle-même. Plutôt que de simplement recouvrir la structure cachée, l'énorme pierre constituait sa forme de protection la plus efficace. Quiconque passerait devant penserait naturellement qu'il s'agissait simplement d'un autre gros rocher reposant tranquillement dans le paysage. Ce n'est qu'après un effort extraordinaire pour retirer la pierre que quelqu'un pourrait se rendre compte qu'il y avait quelque chose d'inhabituel en dessous. En ce sens, la cachette était littéralement construite autour de l'objet chargé de la cacher. La dissimulation est devenue indissociable de la structure elle-même. Une telle planification reflète une prévoyance remarquable, quel que soit celui qui l'a construit à l'origine. Que les enquêteurs privilégient finalement la première explication ou la seconde, les deux nécessitent de reconnaître un fait indéniable. Quelqu'un a investi énormément d'efforts, soutenu de planification de main-d'œuvre et de compétences en ingénierie pour créer cette fonctionnalité cachée. Un tel engagement extraordinaire n'a de sens que si ce qui se trouve sous la structure est considéré comme suffisamment précieux pour être protégé à presque tout prix. Alors que Fiona Steele continue d'exposer soigneusement des sections supplémentaires, rien de découvert ne semble accidentel. Chaque niveau nouvellement révélé renforce l'impression de construction intentionnelle. La structure s'étend plus loin que prévu initialement, tout en devenant de plus en plus complexe chaque jour qui passe. Au lieu de simplifier le mystère, chaque nouvelle découverte semble ne faire que l'approfondir. Une observation a particulièrement retenu l'attention de l'équipe lors des fouilles en cours. Je pense que la façon dont les roches sont structurées de ce côté est intéressante, a noté quelqu'un en étudiant l'élément exposé. Du côté droit, nous n'obtenons pas du tout la même chose de l'autre côté. En fait, je ne serais pas surpris si c'était le seul côté qui retenait réellement le rocher. Une telle asymétrie n'a fait qu'ajouter une autre couche de complexité à une découverte déjà extraordinaire. Pour l'heure, les questions continuent de se multiplier bien plus vite que les réponses disponibles. Chaque pierre nouvellement découverte introduit une autre possibilité tout en laissant le mystère central intact. Aussi fascinante que puisse être l'ingénierie, une seule question compte en fin de compte. Que reste-t-il exactement caché sous la structure cachée depuis si longtemps sous cet énorme rocher ? L'importance de la découverte du lot 8 devient encore plus grande lorsqu'on la considère aux côtés d'une autre pièce remarquable du puzzle d'Oak Island. Cette fouille n'existe pas de manière isolée. Au lieu de cela, de nombreux chercheurs pensent que cela est directement lié aux documents que l'équipe a conservés depuis 2016, lorsque la regrettée chercheuse et auteure Zena Alpern a partagé une collection de documents extraordinaires qu'elle croyait liés aux Templiers. Il reste incertain que ces liens s'avèrent authentiques, mais ensemble, ils continuent d'alimenter l'un des mystères les plus persistants de l'histoire.
Parmi elles se trouvait une carte de la Nouvelle-Écosse du XIIe siècle, et une deuxième carte, datant peut-être de 1347, qui semblait représenter Oak Island elle-même, avec des détails précis et précis. La carte a été rédigée en français. Une fois traduits, les noms de lieux correspondaient aux sites connus sur l'île physique avec une précision sans explication évidente. Le gouffre financier était là, le marais était là, et il y avait un endroit étiqueté d'une manière qui se traduisait par une désignation que l'équipe essayait d'identifier physiquement depuis le triangle de décembre. Tous les autres points de repère sur cette carte se sont révélés réels. Tous les autres emplacements auxquels il fait référence correspondent à quelque chose que l'équipe a pu vérifier sur le terrain. Le gouffre financier existe exactement là où la carte le place. Le marais existe exactement là où la carte le place. Le triangle de décembre est le seul site qui est resté non résolu, un marqueur sur un document médiéval, pointant vers un endroit de l'île, que personne n'a été en mesure de localiser de manière définitive sur le paysage physique jusqu'à présent, peut-être au-dessus du lot 8. L'idée que cet élément de pierre pourrait être le triangle de décembre, que l'emplacement que l'équipe a essayé de trouver pendant des années se trouvait sous un rocher de 40 000 livres, sur un terrain qu'ils avaient déjà étudié, est le genre de développement qui oblige à une réévaluation complète de tout ce qui est venu avant lui. Si le triangle de décembre sur la carte de Xena correspond à cette caractéristique du lot 8, alors la carte n'était pas seulement précise sur les points de repère faciles à vérifier, elle était exacte sur tout, et elle a été créée ou copiée à partir de quelque chose d'encore plus ancien par des personnes qui avaient une connaissance directe de cette île des siècles, avant que la colonisation européenne de l'Amérique du Nord ne soit censée avoir commencé. L'importance de cela ne peut être surestimée. Le récit historique standard place l'arrivée des Européens dans cette partie de l'Amérique du Nord à la fin des années 1400. La carte de Xena, si elle est authentique, place les habitants d'Oak Island possédant une connaissance détaillée et spécifique du site dans les années 1300 avant Colomb, avant l'ère de l'exploration, avant tout contact européen officiellement reconnu avec le Nouveau Monde. Ces gens ne sont pas arrivés par hasard. Ils sont venus sur cette île spécifique, ont construit des structures spécifiques à des endroits spécifiques et ont documenté ces emplacements sur une carte qu'ils voulaient que d'autres suivent. Ce qu'ils cachaient ici était suffisamment important pour traverser un océan. La géométrie des rochers environnants ajoute une autre couche. 3 gros rochers triangulaires positionnés autour de l'élément central. Lorsque leurs positions sont vues ensemble, elles ne semblent pas dispersées ou aléatoires. Ils ont l'air arrangés. Ils forment un triangle géométrique pointant directement vers l'endroit exact où se trouvait le rocher de 40 000 livres. 3 rochers triangulaires formant une flèche dirigée vers le centre d'une structure scellée sous le rocher le plus lourd du terrain. Une carte médiévale marquant un triangle à un endroit non identifié sur une île, pleine d'éléments construits et délibérément cachés. Sur une île où les coïncidences s'avèrent ne pas être des coïncidences, la convergence de ces deux choses n'est pas quelque chose que l'équipe est prête à qualifier de aléatoire. Blue Clay et le gouffre financier. Ensuite, l'excavation produit quelque chose à l'intérieur de l'élément de pierre qui recadre toute l'échelle de ce que pourrait représenter le lot 8. En parcourant soigneusement les couches, Fiona tombe sur une parcelle d'argile bleu-gris. Des morceaux de matériaux qui ressemblent distinctement à du charbon de bois y sont intégrés. L'argile ne semble pas naturelle dans cette région. Cela ne correspond pas à ce que l'on pourrait attendre de la géologie environnante. Sa couleur et sa texture ressemblent à quelque chose qui a été amené ici et placé délibérément. Cela ressemble à de l'argile monépite. Peut-être que cela correspond à une argile du lot 5. Ouais, le lot 5 et le monépite également. Ce serait quelque chose. En 1804, la société Hanslow réalisa la première fouille majeure du monépite. Le puits original découvert en 1795 et qui définit le mystère d'Oak Island depuis plus de 2 siècles. En creusant dans le puits, ils ont trouvé des plateformes en bois espacées de 10 pieds jusqu'au niveau de 90 pieds. À 40 pieds, ils ont rencontré quelque chose qu'ils ont enregistré en détail, une épaisse couche d'argile bleue travaillée à la main. Il ne s'agit pas d'un dépôt naturel délibérément placé. Ils ont conclu qu'il fonctionnait comme un scellant, une barrière technique conçue pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans le puits et d'atteindre tout ce qui était stocké en dessous. Les gens qui ont construit le monépite ne se sont pas contentés de creuser un trou.
Ils construisaient une voûte artificielle et l'argile bleue était un élément fonctionnel délibéré de l'ingénierie. Ils comprenaient l'hydrologie. Ils pensaient en termes de préservation à long terme, potentiellement sur plusieurs siècles. Depuis cette découverte originale, l'équipe a trouvé de l'argile bleue travaillée à la main dans 2 autres endroits d'Oak Island. D'abord dans le marais, l'élément au centre de l'île, qui a continué à produire des artefacts et des éléments construits bien au-delà de ce que son apparence de surface a jamais suggéré. Puis dans l'élément rond du lot 5, une construction dont la finalité n'est pas encore résolue. Chaque fois que cette argile bleue apparaissait, elle indiquait une construction humaine délibérée. À chaque fois, cela a renforcé l'argument selon lequel les différentes caractéristiques dispersées à travers Oak Island ne sont pas des mystères distincts. Ils ont été construits par les mêmes personnes, en utilisant les mêmes méthodes et les mêmes matériaux dans le cadre d'un effort unique et coordonné visant à cacher quelque chose d'une valeur extraordinaire sur toute l'île. L'argile bleue est une empreinte matérielle laissée à chaque nœud d'un système conçu pour protéger quelque chose. Le monépite, le marais, le lot 5 et maintenant le lot 8. Si l'analyse en laboratoire confirme la correspondance, si les résultats XRD placent l'argile du lot 8 dans la même famille que les échantillons de monépite et du lot 5, alors cette structure en pierre n'est pas une découverte isolée. C'est un autre point d'un système, un autre endroit construit par les mains, scellé avec le même matériau, cachant quelque chose lié au même objectif initial. Les données pédologiques déjà collectées au sein de la structure renforcent cela. Les lectures de plomb et d'argent au sein de l'élément reviennent suffisamment élevées au-dessus des niveaux de référence naturelle pour être significatives. Nous constatons jusqu'à 140 parties par million de plomb dans la matière organique située sous le rocher, assez élevé pour suggérer que les métaux ne sont pas fortuits, suffisamment hauts pour éventuellement être associés à un puits ou à un tunnel passant sous l'agencement en pierre. Du plomb, de l'argent, de l'argile bleue, identique au scellant monépite, une construction en pierre à plusieurs niveaux délibérés. Une carte médiévale avec un marqueur triangulaire et un rocher de 40 000 livres placé au-dessus de tout. Le processus archéologique doit déterminer ce qui se passera ensuite. Il n'existe pas de raccourci via un site comme celui-ci. Chaque pierre enlevée, chaque couche de sol perturbée est porteuse d'informations qui pourraient être perdues définitivement si les travaux étaient précipités. Ce que révèle le mortier. Plus tard dans la même journée, les fouilles produisent une autre découverte qui pourrait s'avérer être la preuve la plus datable jamais découverte sur l'ensemble du lot 8. Sous les couches de pierres placées en profondeur, les pierres ne se détachent pas. Ils ne sont pas retenus par de la terre tassée ou de la terre compactée. Ils sont fixés verrouillés en position par un matériau de liaison qui se comporte différemment de tout autre élément de l'élément. Lorsque Rick essaie d'en libérer un, il ne bouge pas. Il applique plus d'efforts. Ça ne bouge toujours pas. Les pierres à ce niveau sont maintenues aussi fermement que si elles étaient enchâssées dans le béton. Lorsque le liant est gratté et examiné, il ne ressemble pas à des sédiments. Il ne se comporte pas comme un sédiment. La façon dont il réagit sous un outil, la texture qu'il a, la façon dont les petits fragments se détachent, cela correspond à une seule chose. Mortier. Rick prend un fragment et le teste directement. Il laisse tomber un petit morceau dans l'eau et regarde. En surface, le matériau commence à se dégrader. Et puis petit à petit, ça commence à se reconstituer. Au fur et à mesure que l'eau y pénètre, le fragment se transforme en quelque chose de souple et d'adhésif. Il se comporte de la même manière qu'un mortier, lorsqu'il est mouillé séchant durement sur une longue période de temps. Cela ne se dissout pas. Il revient à un état fonctionnel, ce qui signifie que les propriétés de liaison sont toujours présentes. Le matériau fait toujours ce pourquoi il a été conçu à l'origine. Les implications de la découverte de mortier dans cette structure sont importantes pour une raison spécifique. Le mortier peut être daté et différentes périodes historiques utilisent différentes formulations. La composition élémentaire d'un échantillon de mortier, sa teneur en carbonate de calcium, son type d'agrégat, son profil minéral peuvent être comparés à des formulations historiques connues pour produire une correspondance culturelle et chronologique. Le béton romain possède une signature spécifique. Le mortier de chaux européen médiéval a le sien. Les structures de l'Amérique du Nord précolombienne ont les leurs. Un match de mortier ne confirme pas seulement que des humains ont construit cette structure.
La disposition délibérée des pierres le confirme déjà sans aucun doute. Un match de mortier attribue une civilisation. Il pointe vers une culture spécifique, une période spécifique, une tradition spécifique du savoir en construction. Et par extension, cela désigne le groupe de personnes qui possédaient les connaissances nécessaires pour travailler de cette façon. Les ressources nécessaires pour positionner un rocher de 40 000 livres, la motivation pour protéger quelque chose de suffisamment précieux, pour justifier l'effort et un lien historique documenté avec une carte de la Nouvelle-Écosse du XIIe siècle qui représentait avec précision cette île avant le début officiel de la colonisation européenne. L'équipe a passé des années à travailler à l'extérieur du gouffre financier, à suivre les preuves matérielles et à tester chaque théorie étayée par les preuves. Le mortier du lot 8, s'il produit une signature datable et culturellement identifiable, pourrait être la pièce qui mettra fin aux spéculations sur l'identité de l'auteur de l'infrastructure cachée de cette île. Aucun artefact, pour l'instant. Cela à lui seul indique également que soit quelqu'un essayait vraiment de cacher ce qu'il avait fait ici, soit qu'il n'avait vraiment rien à perdre, ce qui nous donne également l'impression que cela pourrait être vraiment très ancien. Et commence le processus de confirmation. Sous les pierres fixées sous le mortier, l'équipe découvre également des matières organiques, bois charbon de bois fibre, matières biologiques, qui ont été enfermées à l'intérieur de ces couches, peut-être depuis des siècles. Toute matière organique récupérée dans un contexte scellé comme celui-ci peut être datée au radiocarbone avec une marge d'erreur mesurée en décennies. Le carbone ne nécessite aucune interprétation. Il vous indique quand le matériau a été mis en terre. Si ces matières organiques datent du XIIe ou du XIVe siècle, la construction sur le lot, 8, tombe directement dans la fenêtre suggérée par la carte des Templiers de Zéna. S'il date de beaucoup plus tôt, c'est tout le cadre permettant de comprendre l'origine de ces caractéristiques qui doit être repensé depuis le début. L'un ou l'autre résultat est une découverte historique, plus profond que prévu. La structure du lot 8 n'est pas constituée d'une seule couche de pierre sous un rocher. Au fur et à mesure que les fouilles se poursuivent, il devient évident qu'elle comporte plusieurs niveaux. Chacun délibéré, chacun placé, avec le même soin et la même intention que celui situé au-dessus. La construction s'étend plus profondément que ne le suggèrent les preuves de surface, et son étendue descendante n'est toujours pas connue. Le plan est d'exposer la base, puis de travailler vers le haut pour comprendre comment toute la structure a été assemblée. Pas seulement sa profondeur, mais aussi la façon dont il a été construit. Quelle séquence de construction a été utilisée? Ce qui a été placé en premier? Ce qui a été placé en dernier? À quoi ressemble l'architecture de l'ensemble à partir de zéro? Chaque niveau atteint par l'équipe est intentionnel. Il n'y a pas de chute de pierres aléatoires ici. Aucun dépôt naturel à flanc de colline. Aucune explication géologique à ce qu'il découvre. Chaque pierre identifiable a été placée à la main. Chaque couche fait partie d'un design conçu et exécuté avec talent. La construction est aussi délibérée en profondeur qu'en surface. Le tableau complet est encore en train de se former. Construction en pierre reconstituée à plusieurs niveaux. Fixée en place avec un mortier ancien. Argile bleue travaillée à la main scellant l'intérieur. Correspondant aux matériaux trouvés dans le gouffre financier dans le marais et sur le lot 5. Plomb et argent dans le sol en contrebas. À des concentrations suggérant un puits ou un tunnel passant directement en dessous. La fonctionnalité. Une carte médiévale qui indique cet endroit depuis près de 700 ans. Et un rocher de 40 000 livres que quelqu'un a placé dessus pour s'assurer que personne ne le dérangerait, sans les connaissances, l'équipement et la détermination nécessaire pour le déplacer. Chaque élément de preuve est lié à tous les autres éléments. L'argile bleue relie le lot 8 au gouffre financier. Le mortier relie la technique de construction à une tradition historique datable. Les relevés de métaux relient le site à quelque chose enfoui en dessous. La carte relie l'emplacement à un groupe de personnes qui connaissaient intimement cette île à une époque où elle n'était pas censée être connue du tout. Rien dans le lot 8 n'est isolé. Tout y pointe vers l'intérieur, vers un centre, vers tout ce qui se trouve au bas de ces couches. Il y a une raison pour laquelle cette île attire les enquêteurs sérieux depuis plus de 2 siècles. Chaque analyse du sol, chaque échantillon de sol, chaque structure découverte et analysée renvoie le même signal. Quelque chose a été caché ici délibérément par des gens qui comprenaient l'ingénierie, la préservation à long terme et qui ont déployé des efforts extraordinaires
même selon les normes de n'importe quelle époque. Ils ne voulaient pas que cela soit découvert. Ils l'ont construit pour durer et ils l'ont caché derrière du poids de la pierre et de l'argile scellée. Et ils ont laissé une carte entre les mains de personnes censées savoir ce que cela signifiait. La seule chose que l'équipe ne possède pas encore, c'est ce qui se trouve au bas de ces couches, mais l'archéologie le dira. Chaque réponse sur cette île le fait toujours. Sur Oak Island, les rochers finissent toujours par livrer leurs secrets.